souviens, il y a quelques temps encore, c'était très difficile de venir de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Il y avait des embouteillages terribles et j'ai constaté qu'on est venu assez facilement. Cela est dû au fait que la route venant de l'aéroport jusqu'au centre-ville a été réaménagée et en tout cas terminée. L'avantage d'abord est diminuer l'inondation de Salama et Samarasuté. L'inondation ma casse, on a coupé sa bombage, Samarasuté. Et puis de deux, et faciliter le transport à Bilon, on est à côté, Manga, Batsé, le Baning, tout, pour les faciliter comme on a centre-ville. De la zone de villa et la zone d'appartement. Vraiment, nous vous remercions. Merci et félicitations pour ce que vous faites pour notre pays, la République démocratique du Congo. Amenez encore les investisseurs qui investissent en construisant des maisons et des sociétés dans ce pays. Ça va. Merci. Un opérateur économique, lorsqu'il se met en place, c'est un contribuable de plus. Il vient donc élargir l'assiette fiscale et donc il vient raflouer les caisses de l'État. Mais si on ne met pas en place un mécanisme qui lui permette facilement de s'établir, et il ne va pas s'établir, en définitive, c'est l'État qui perd. Mais l'État perd également en termes de création d'emplois, puisqu'un opérateur économique il est destiné à créer des emplois. Donc le chef de l'État a donné une instruction précise en disant désormais dans notre pays, cette mauvaise image de notre pays sur les plans de climat des affaires doit appartenir à l'histoire. Il faut que nous puissions travailler pour que nous évoluions dans les standards internationaux, que notre pays puisse refléter une nouvelle image. Et c'est comme ça qu'il a été créé par le décret du Premier ministre un comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Dans ce bâtiment, non seulement nous allons former les infirmiers, les accoucheuses, les techniciens de labo et les techniciens d'assainissement et les assistants en pharmacie, mais nous avons aussi une mission de concevoir et de produire des matériels didactiques pour la formation en sciences de santé. Pendant qu'il est en train de fixer son échantillon, il peut déjà lui-même contrôler ce qu'il fait ici. Non. Un groupe de 3-4 suivent ici. Et après,
par rapport à comment on avait laissé le pays. Et ce qu'on a constaté, on a vu qu'il y a un réélan. Je pense que si ça continue dans ce sens-là, très bientôt, Kinshasa va retrouver son nom d'antan, Kinlabel. Pour une république démocratique du Congo émergente, le Congo a besoin de ses filles et fils. Certes, la réalité sur le terrain est dure, mais les efforts pour la relance des infrastructures de base sont menés partout à travers le pays, transformant ainsi la République démocratique du Congo en un vaste chantier. Désormais, le Congo peut compter sur ses filles et fils pour accompagner ce champ d'espoir et de relance économique et sociale. Nous avons donc des raisons d'y croire. L'Université pédagogique nationale ce jour. Des bâtiments rénovés pour la première fois depuis la création de l'établissement en 1961. Un campus qui fait rêver. Il y a peu, l'UPEN évoquait pourtant bien d'autres images. Les murs n'étaient pas beaux à voir. On n'avait pas assez de bancs. Il n'y avait pas de laboratoire. Sur le plan concurrentiel avec d'autres universités, ça nous défavorise. Vieille comme le Congo indépendant, l'ancienne école normale moyenne pilote, devenue Institut pédagogique national avant sa mue en université en 2005, accueille une dizaine de milliers d'étudiants dans cette faculté. Les missions lui conférées par l'État sont à la taille de ce qu'on peut attendre d'une université pédagogique. Elles vont de la formation de cadres de conception à celle des formateurs, en passant par l'organisation de la recherche scientifique fondamentale et appliquée, orientée vers la solution de problèmes spécifiques du pays. Une bien noble mission. Mais l'institution est abandonnée à son triste sort depuis des lustres. Son patrimoine n'est pas à la hauteur des attentes placées en elle. Ses laboratoires sont sous-équipés, si pas non équipés du tout. L'unique intervention de l'État remonte en 1990. Mauvais timing. L'institution n'avait pas été épargnée par les pillages du début de la décennie 90. Je me souviens, j'étais encore étudiante en L2 à l'époque. Et après les pillages de 90-93, en termes de matériel et de réactifs, le labo de l'UPN n'avait presque rien. On était obligé d'aller solliciter soit au CRENCA, soit à l'INUKIN. Ce qui fait qu'on a fait plus une formation théorique qu'une formation pratique. Pour réaliser une expérience, on allait dans des maisons de techniciens, prendre un matériel et venir avec, monter un matériel de fortune pour essayer de montrer aux étudiants. Pour la pratique, il y avait certains profs qui venaient avec des journaux ou bien un thème. Comme ça, on débattait ensemble. Et au stage aussi, il y avait d'autres endroits de stage où on faisait l'interprétation. C'est un peu ça. Mais sinon, que la plupart du temps, c'était l'auto-formation. De souvenirs et plus que de souvenirs. En 2011, le gouvernement a fait appel à son partenaire, la Banque mondiale. 2,9 millions de dollars sur les 150 millions de dollars destinés à la mise en œuvre du projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation PARS ont été injectés dans la réhabilitation de l'UPN. Ce qui a justifié la présence, lors du lancement des travaux du coordonnateur national, de l'unité de coordination et de gestion du projet PARS,
M. Simon Kayoyo, ainsi que de tout son staff. Aujourd'hui, le résultat est bien plus que palpable. Les rectorats, le bâtiment administratif, les bâtiments des sciences, les locales techniques ainsi que certains pavillons ont été réhabilités et équipés en mobilier. Mais le projet PARS ne s'est pas arrêté là. Sur le plan didactique, les différents départements de la faculté des sciences ont été équipés en matériel des labos. Ainsi, les locaux qui s'apparentaient hier au laboratoire de physique, de biologie et de chimie sont redevenus des labos au sens premier du terme, à la grande satisfaction du gouvernement, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique Bonaventure Tchelo a visité les lieux. Avec ces équipements, les étudiants d'abord, ce sont les premiers bénéficiaires. Il concilie maintenant la théorie à la réalité. Donc, même s'il va lui-même aussi devenir enseignant, il aura la facilité d'expliquer ce qu'il a vu. Mais avant, théoriquement, ils avaient des problèmes, même au niveau de leur pratique ou de leur stage, d'expliquer ce qu'ils ont appris parce qu'ils ne savaient pas concrètement réaliser leurs connaissances. Depuis l'arrivée de nouveaux matériels, nos travaux pratiques sont maintenant faciles, fiables. Donc nos cours maintenant marchent en pair avec les travaux pratiques. Qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui que vous n'arriviez pas à faire avant? Bon, prenons le cas de ce qu'on est en train de faire maintenant même. On fait l'hydrodistillation par entraînement à la vapeur. Or, dans les temps, c'était un peu difficile de réaliser cette telle réaction à cause du matériel. Maintenant, vu le matériel, on peut facilement faire tout ce que nous avons besoin. L'image du campus est bien redorée. Redorée à tel point que les visites dans les labos deviennent fréquentes, à l'exemple de celles effectuées par ces élèves des humanités. On a un cours de physique, on nous apprend beaucoup de choses par théorie et le prof a voulu de préparer une journée pour qu'on puisse expérimenter tout ce qu'on a appris à l'école. Par la pratique, voir les éléments que l'on doit utiliser, comment ça se passe, comment les chercheurs sont en train de faire pour qu'on puisse palper la réalité de ce qu'on nous a appris à l'école. À travers le projet PARS, le gouvernement a également fait de l'UPN, avec l'appui financier de la Banque mondiale, une référence dans la sous-région en mettant son laboratoire des langues au diapason de la technologie. Nous sommes les seuls, du moins en Afrique centrale et puis ici au Congo, qui peuvent se dire que voilà, nous sommes dans la lignée de la modernisation et puis de la modernité plutôt. Et puis surtout avec cette globalisation qui arrive, et puis nous sommes au plus haut niveau. Les programmes qui sont installés dans les machines sont vraiment bénéfiques. La grammaire et la lecture aussi. Et puis, il y a aussi des programmes qui sont liés à la culture. On voit comment les gens vivent aux États-Unis. Mais les médias sont visiblement les secteurs où l'évolution technologique est des plus fulgurantes. Les studios écoles ont été équipés pour préparer les étudiants à leur futur métier. Le potentiel note que cette cacophonie du... La théorie, c'est bien. Savoir ce que Shannon a apporté de telle ou telle chose, c'est bien. Jacobson a fait ça, c'est bien. Mais il faut le pratiquer. Et pour pratiquer cela, il faut avoir le matériel qu'il faut. À l'époque, quand on n'avait pas de matériel, soit on utilisait du matériel d'emprunt, on louait une régie mobile, et on avait un partenariat avec Digital Congo. On louait la régie mobile de Digital Congo pour exercer des simulations, de reportages, de présentations de journaux télévisés et de journaux parlés. Mais depuis 2 ans, on est pratiquement autonome. Je pense que vous pouvez faire le tour des universités de la capitale. Je pense qu'il n'y a pas de studio. Ça, ce n'est pas peut-être pour nous vanter.
expérimenté, mais je pense que par rapport à la qualité de matériel, la Banque mondiale nous a fourni du très bon matériel. Les exercices pratiques se passent ici sur place. Mais au-delà de ces patrimoines, l'intervention du projet PARS a permis d'endiguer une menace structurelle qui hantait les jeunes départements des sciences, de l'information et de la communication. Ce n'était pas normal d'avoir une filière en communication sans laboratoire. Je pense que lorsque le ministre Machako à l'époque avait tapé du poing sur la table, ce n'était pas faux, c'était vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte parce que ce qui devait servir comme motif de suppression, c'était le manque de laboratoire. Mais le laboratoire est là, avec du matériel dernier cri. Vous avez des caméras HDV, vous avez des moniteurs, vous avez tout ce qui est comme console d'enregistrement. On a la lumière, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Première journée d'indépendance congolaise. Accueilli par le président Kasavubu, le roi vient assister à Léopoldville au défilé inaugural de la République du Congo. Si l'UPEN, ex-IPEN et ancienne école normale moyenne pilote, créée en 1961 au lendemain de l'indépendance du pays, est aussi vieille que le Congo indépendant, la très célèbre citation du général belge Janssens ne s'applique pas à ces cas précis. Pour les bénéficiaires, avant l'intervention de la Banque mondiale via le projet PARS, n'est pas égal après l'intervention du bailleur. Il y a beaucoup de changements, vraiment, parce qu'au début, on n'avait pas assez d'étudiants comme maintenant. Parce qu'ils fouillaient des choses qu'on parlait théoriquement, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient presque pas. Et maintenant qu'ils comprennent, ils sont là, ils sont très contents, ils voient et ils parlent aussi. Beaucoup d'étudiants, à ce que je sache, étaient venus, n'étaient pas capables de s'exprimer correctement en anglais. Le matériel a beaucoup contribué à la maîtrise de tout ce que nous donnons comme cours actuellement. Vous savez qu'enseigner l'allemand, ce n'est pas facile, enseigner le français et le portugais, ce n'est pas facile, l'espagnol, ce n'est pas facile, mais nous combinons toutes ces langues-là avec l'anglais. Nous pouvons partir de l'anglais à l'allemand, de l'allemand à l'espagnol sans trop de problèmes. Avant, dans le cours de chimie organique, par exemple, je ne pouvais pas faire la synthèse. Je me limitais juste à ce que nous appelons analyse d'identification et de caractérisation. Mais synthétiser, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas le matériel et je n'avais surtout pas de réactifs qu'il faut. Mais maintenant, je peux faire la synthèse. Je prends l'arôme, la vanille qu'on utilise couramment dans des pâtisseries. Vous savez que c'est un arôme qui coûte très cher, l'arôme naturel. On extrait des plantes. Mais synthétiquement, on peut le faire et ça se fait dans des grandes industries. Mais maintenant, nous le faisons et ils sont étonnés de le voir. Que quand ils seront sur le marché, même sans emploi, avec ces connaissances, ils peuvent monter des petites entreprises de fabrication. La Banque mondiale a fait quelque chose de bien, de meilleur, pour nous avoir dotés des matériels modernes. À la Banque mondiale, nous ne pouvons que dire d'abord merci parce que ils ont amené quelque chose de nouveau parce que de la physique, on peut beaucoup expérimenter, on peut créer beaucoup de choses. Une expérience qu'un étudiant a faite avec ce que nous voyons dans les télévisions, une porte qui se referme seule, vous venez, ou une ampoule qui s'allume quand vous entrez. Les étudiants commencent à fabriquer ici. Certes, les labos ont été équipés, et même suffisamment équipés, mais seulement voilà, certaines machines au progrès technologique posent des problèmes à ses utilisateurs. Des lacunes que devront prendre en charge les autorités académiques. Nous utilisons plus les labos, là où nous sommes, c'est les labos 1, des microscopies et biochimie. C'est le labo qui est plus utilisé, parce que les microscopes, nous les manipulons déjà. Mais d'autres sont dans notre deuxième laboratoire. Ces matériels-là, en tout cas, nous avons du mal à les utiliser, parce que ces expériences sont connectées aux ordinateurs. Donc lorsque vous faites l'expérience, il faut lire les résultats à l'ordinateur et savoir les interpréter. Il faudra qu'on puisse un peu former presque les membres du département pour ces matériels-là. Sinon, ça risque de devenir un musée. Un musée, les gens viennent et les visitent pendant que nous ne les manipulons pas. Si grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet PARS,
le gouvernement de la RDC a réussi à redorer l'image de l'Université pédagogique nationale, le plus dur reste à faire pour les bénéficiaires. Protéger ces patrimoines pour qu'ils survivent à l'épreuve du temps. C'était une production du projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation. Oh, ya biso. Soki totika eza zone dangereuse. Informe esi mpona batela ekolo ya bakoko na biso mpona kobatela Congo. Yokani! Yokani! nayebi soda mabe ezali te, ezali commandement. Soda mabe ezalaka te, ezali commandement. Commandant suprême ayoki yango atindi ngai sikoyo naye kokomande bino. Yokani! Mondimi yango!
The Congolese army sends more troops to Goma, an area previously occupied by M23 rebels. Columns of troops are seen carrying weapons to the front line as they pursue fleeing rebels. The M23 rebels said they quit the hill fronts of Goma to allow an independent investigation into a shelling that has killed civilians in Goma and in neighboring Rwanda. Congolese officials paraded prisoners of war captured during the fighting. 3 of them were said to be from Rwanda, including 2 child soldiers. Some of these prisoners of war are children, and they were used as child soldiers. Apart from being child soldiers, they are foreigners, but they are protected by international laws that defines how prisoners of war are supposed to be treated. We plan to hold talks with the concerned country where they come from and see the way forward for them. The fear is Rwanda might openly intervene in a country where it has fought 2 wars in the last 2 decades. First, though, South African and Congolese soldiers are at the moment reportedly battling against the M23 rebels in the eastern DRC. Our East Africa Bureau Chief Robin Kriel has told us they're using artillery and attack helicopters. Let's go across to Robin now to bring you the very latest. Robin, good day to you. What is the situation at the moment? Well, from what we're hearing from our sources on the ground, Gareth, is that the assault began at about 7:50 this morning DRC time. We're not sure who fired the first shot or who fired the first mortar or artillery at the stage, whether it was M23 or the Congolese military. What I can tell you is that the FARDC, that's the Congolese military, has been battling M23 time. From what we understand, South Africa's role is to fire mortars as part of the Force Intervention Brigade, and Tanzania, who is also a part of this Force Intervention Brigade, or FIB, is also supporting the Congolese army. They are firing, we understand, artillery at the M23. Robin, give us an idea then of why this battle is ongoing at the moment. I know the name of Goma is once again as part of this battle. Is the city under siege, or what's the situation? I wouldn't say that the city is under siege, but you have to understand how this works. M23 are in the hills around Goma, and they have been for a number of months. So they really, really understand that terrain. They understand, the fighting terrain, exactly what they'll need to do to get certain results. And it is a huge, impenetrable jungle, the DRC. So the fact that they've been there for so many months and really know their way around. They're also ex-soldiers as well. What we can tell you is that what we're hearing is that there was an attack earlier today, we understand, when what we're told from people who are on the ground, the certain troops saw from the FARDC, from the Congolese military, they saw what they call a resupply from Rwanda to M23. Now that, of course, will be strongly denied by Rwanda. They deny having anything to do with helping out M23, but it has for a long time been the feeling from the United Nations and various other groups that Rwanda has been aiding the M23. And what we're hearing is that there was some kind of resupply from Rwanda to the M23, and that was disrupted in some way. We're not exactly sure how. Again, this is just what people are telling us. Robin, as far as what people are telling you as well, it's that terrible aspect of any conflict. Do we know of any casualties or serious injuries that have taken place in this fight? I ask, of course, because we know South African soldiers are involved as well. Well, from what we can tell, they're just in a supporting role, so they're not going to be up there engaging, one-on-one, as it were, with M23. They're not. This is what we're hearing. Now, I cannot confirm this independently, but what we know is that they're just in a supporting role at the moment. So it's not that they're fighting on the ground opposite M23. Now,
they could still get injured. Say if M23 did fire a mortar or a rocket or some artillery at the South Africans who are supporting the FARDC. We understand that this is occurring around Munigi base. That's where the majority of the assault is coming from, where the Tanzanian battalion is based and some South African units as well. South Africa has about 1,000, around 1,500, I believe it's 1,300 soldiers in the DRC at the moment who are part of this Force Intervention Brigade. Their mandate is very different to the regular MONUSCO Blue Helmet troops. That would be the UN peacekeeping force of about 20,000. Their mandate is very different to the MONUSCO